Mesdames et messieurs, bonjour. Très ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h à la une de l'actualité. Retour sur la journée nationale Setal Sunu Réew. Le Premier ministre était à Sangalkam pour lancer cette première édition. Dans ce 13h, nous irons à Dakar et dans les régions où les populations ont uni leurs forces pour cette journée dédiée au nettoyage. Au cœur de la privatisation des plages, l'enquête de ce 13h révèle comment des sections entières du littoral de Dakar à Guédiawaye sont accaparées par de puissants intérêts, laissant peu d'espace pour le public. Vous allez découvrir les dessous de cette mainmise sur le littoral et les enjeux pour les citoyens. Et pour parler de ce sujet, nous recevrons M. Bassirou Diouf. Il est urbaniste et c'est l'invité de cette édition. Voilà pour les titres de ce 13h. Bienvenue à tous. Retour sur la journée nationale Setal Sunu Réew. Le Premier ministre Ousmane Sonko était à Sangalkam pour lancer cette première édition dédiée au nettoyage. Cette localité emblématique des défis d'assainissement souffre d'inondations dues aux constructions anarchiques. Le chef du gouvernement a annoncé des solutions à court terme. On voit tout cela avec Aranda. Sangalkam avait très tôt donné les signes d'une journée qui allait se vivre dans l'exaltation. Le Premier ministre Ousmane Sonko, très attendu, a trouvé sur place une foule très heureuse de répondre aux mots d'ordre de mobilisation générale. Le président de la République a voulu se mobiliser d'abord lui-même, mais ensuite mobiliser l'ensemble de son gouvernement et l'ensemble des autorités administratives et politiques pour donner l'exemple. Et c'est pourquoi ce matin, il a été le premier à Thiaroye à être sur le terrain et à poser des actes allant dans le sens souhaité. Donc moi, je suis là aujourd'hui, accompagné de membres du gouvernement, le ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique qui est le maître d'œuvre de cette journée, entre autres, mais également beaucoup d'autres ministres, notamment le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Environnement, monsieur le gouverneur de Dakar, monsieur le préfet du département de Rufisque, le sous-préfet également, et l'ensemble des autorités administratives qui nous ont accompagnés. Sangalkam avait besoin de coups de balai, mais il a tout autant besoin de se libérer de ces constructions anarchiques, des zones non édificantes qui sont dans le viseur du Premier ministre. Un travail a été fait en 2022, je crois, de recensement des habitations de ce genre et avait donné comme résultat plus de 3500 cités qui sont construites dans des voies de drainage des eaux à travers le Sénégal. Et on nous dit que presque la moitié se trouve dans le département de Rufisque. Et nous ne pouvons plus continuer à laisser faire parce qu'un quartier ne se construit pas en un jour. Une maison même ne se construit pas en un jour. Si on en est là, c'est que quelque part, il y a eu défaillance et carence des services de l'État qui ont laissé, souvent sans titre ni droit, sans aucune autorisation de l'urbanisme, que des gens puissent construire jour après jour, semaine après semaine, pour voir naître des quartiers. Et après, ça pose la problématique de la gestion de ces quartiers-là. C'est une solution durable qui va soulager les populations. Mais le Premier ministre annonce déjà une bonne nouvelle. Nous n'avons pas de solution immédiate. Nous allons faire le maximum et notamment nous annonçons ici aux populations qu'un bassin va être construit ici en collaboration avec l'armée nationale pour gérer déjà cet hivernage, un bassin de captage et de rétention des eaux en espérant que ça va pouvoir atténuer très fortement l'impact de ces eaux sur les habitations. C'est entre autres une solution, mais une solution provisoire. Et comme l'a dit le président de la République dans son programme, si vous allez à la page 60, il avait clairement dit que la gestion globale de ces questions doit faire l'objet d'une planification sérieuse sur le long terme. Le président de la République à Thiaroye, le Premier ministre à Sangalkam et partout ailleurs des actions d'envergure, Ousmane Sonko appelle à maintenir le flambeau. Cette activité doit être pérenne. On dit souvent qu'au Sénégal, nous savons prendre des départs, mais nous n'arrivons jamais au but. Il faut aujourd'hui que chaque mois, cette formidable mobilisation que nous avons vue ici et que nous avons vue partout sur le chemin que nous avons emprunté,
que nous avons vues sur les images aujourd'hui à Thiaroye avec le président de la République, il faut qu'elles soient maintenues. Que nous comprenions que nous sommes maîtres de notre propre assainissement, de notre propre propreté. C'est à nous de prendre soin de nos quartiers d'abord. Et le travail d'assainissement, comme je l'ai dit, il est global. Pour aller vers certaines directions, il faut assainir la présidence de la République, il faut assainir la primature et le gouvernement, il faut assainir la justice, il faut assainir l'administration. Sangalkam revit donc l'espoir d'un meilleur cadre de vie, débarrassé de ses immondices et de ses constructions anarchiques. L'arbre, planté par le Premier ministre, symbolisera sans doute cette nouvelle ère. À Dakar, Médina, Yeumbeul et Thiaroye, autorités et populations ont uni leurs efforts pour la journée nationale Seetal Suñu Réew. Retour sur cette mobilisation citoyenne avec Oumou Kalsoum Sall. À Diamaguène, Sicap Mbao, quartier fortement touché par les dernières inondations, cette opération de nettoiement est primordiale avant l'arrivée des premières pluies. Et c'est le ministre des Forces armées qui donne le coup d'envoi. Curer tout ce qui doit l'être, notamment les canaux d'évacuation, les bassins de stockage. Au-delà de curer aussi, réaliser de nouveaux bassins de stockage pour prévenir les inondations. D'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés par l'armée pour surtout curer les canaux d'évacuation des eaux pluviales. Nous restons toujours avec la Grande Muette. À la cité Dial Diop, ce sont les épouses des militaires qui ont porté l'initiative. C'est une action à saluer. La propreté doit être l'affaire de tous. Au nom du chef d'état-major général des armées, je remercie tous ceux qui sont présents. Je remercie la FEGAFAMUS pour ce très beau geste. Et nous vous encourageons vraiment à continuer dans l'esprit, n'est-ce pas, de ce Seetal. À Thiaroye Gare, les populations ont aussi répondu massivement à l'appel du chef de l'État. Le Rwanda est réputé être l'un des pays les plus propres de l'Afrique. Nous voulons que le Sénégal prenne le relais pour être le pays le plus propre de l'Afrique et aussi le pays le plus propre du monde entier. Donc, monsieur son Excellence, Bassirou Diomaye Faye, nous vous remercions et nous vous félicitons. Toujours dans la banlieue de Dakar, les habitants de Yeumbeul, en compagnie des professionnels de la propreté, se sont levés tôt pour rendre leur cadre de vie attrayant. Toutes les couches de la commune sont mobilisées pour aujourd'hui venir à l'appel du chef de l'État, qui est un appel qui est venu à son heure, parce que les communes que nous sommes en train de faire tout ce qui est à notre possible pour rendre nos communes propres et nos communes belles. Le suivi est très très important et je crois que l'équipe communale, en commençant par le maire Babacar Ndaw, nous allons faire le suivi. Le ministre de la Communication et des Télécommunications, natif de Yeumbeul, était aussi de la partie. Le président a initié, certes, et est prêt à accompagner à toutes les initiatives que les populations vont prendre et qu'il faut que chacun s'approprie cette initiative. Et que, Inch'Allah, je pense que d'ici quelques années, on n'aura rien à envier des pays développés en termes de propreté, en termes de cadre de vie idéal. À la Médina, autorités et anonymes se sont investis pour faire de cette journée une réussite. La vision du chef de l'État est une belle vision, c'est-à-dire rendre le Sénégal salubre, rendre le Sénégal très propre. La Médina a été toujours dans ça. C'est notre 8e année, l'édition Médina 7. Et je pense que nous n'allons pas nous arrêter aujourd'hui. Nous avions décrété les vacances citoyennes. Donc pendant 90 jours, chaque jour, nous serons dans une rue. Nous demandons donc à nos populations, conformément aux directives de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, vraiment que cet aspect de nettoiement et de prévention de l'hivernage, des inondations de l'hivernage, qui doit constituer un problème pour tout le monde. C'est dans ce sens, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui à Dakar, ça me rassure. À quelques encablures de la Médina, l'association Entente Gibraltar Centenaire est à l'œuvre. Ce genre d'événement aussi a une autre excuse pour pouvoir rassembler les populations, pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir faire passer des messages. Mais je pense qu'on doit tous aussi prendre nos responsabilités, tout un chacun, pour ne pas salir, pour ne pas détériorer l'environnement.
Ces opérations ont aussi concerné certaines infrastructures. C'est le cas du tunnel de Soumbédioune avec l'Ageroute. Magnifier la journée citoyenne que le président de la République a voulu instaurer pour mobiliser l'ensemble des populations pour améliorer leur environnement. On constate que partout que les voies sont occupées par des tabliers, par des épaves de véhicules, par des tas de sable, par des gravats, et cela contribue justement à réduire la capacité des canaux à assurer en tout cas la mission qui était assignée. Et cela, nous devons en tout cas nous mobiliser de façon à combattre ces genres d'actions. Partout, la Sonaged était aux premières lignes. Rien que pour la région de Dakar, 5000 agents ont été mobilisés. Et le constat est unanime à Thiès, Kaolack et Diourbel. Les populations ont massivement répondu à l'appel du président Bassirou Diomaye Faye. Mamoudou Sakine nous fait le point dans ces différentes villes avec nos équipes à Thiès et à Kaolack. À Thiès, l'appel du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a eu un écho favorable. Une mobilisation citoyenne saluée par les autorités de la ville. En tout cas, c'est un sentiment de profonde satisfaction. Du point de vue des résultats, à la mi-journée déjà, monsieur le maire, je voudrais vous féliciter. Nous avons pu déboucher le Dalo de Sampaté, qui va régler une grande partie des problèmes que nous rencontrions. Et là où nous sommes en train de creuser le drain de Guinaouraï, qui permettra à la fois de soulager les populations de Sampaté, mais également de soulager les populations de l'autre côté des chemins de fer. Les Kaolackois se sont également mobilisés pour rendre leur ville propre. Nous terminons cette tournée avec une grande satisfaction concernant la mobilisation, l'organisation et l'engagement des populations sur le terrain. Le message de Monsieur le Président de la République a été bien entendu par les populations. Et cela s'est traduit sur le terrain. Partout où nous sommes allés, les populations sont sorties, les populations se sont appropriées le message. C'est devenu une affaire de population, une affaire de citoyens. À Diourbel, en première ligne, l'envoyé du Khalife général des Mourides, comme Serigne Mountakha Kane, ils sont des centaines à répondre à l'appel du président de la République. Venu prêter main forte à la communauté, le ministre de l'Urbanisme salue la mobilisation des populations. C'est une journée qui a une importance capitale et nous espérons que les Sénégalais vont continuer chaque samedi, au moins le premier samedi de chaque mois, se lever en communauté, en famille, entre frères et sœurs, s'occuper de manière conviviale de notre cadre de vie. À terme, l'objectif du gouvernement est de finir avec les dépotoirs sauvages, mais aussi d'arriver à valoriser les ordures. Comme vous le savez, avec les déchets, nous pouvons faire du combustible solide. Vous savez combien nous importons de fuel chaque année pour l'énergie, alors qu'avec notre déchet, nous pouvons faire du combustible solide qu'on peut utiliser dans nos industries. Nous pouvons aussi faire du pavage. On peut l'utiliser, le renforcer en béton et en faire du pavage. Et en fait, on peut l'utiliser pour faire du compostage et vous savez qu'on a besoin d'engrais. L'objectif, c'est de faire cela et aujourd'hui, on est très avancé dans le cadre d'un PPP qui, dans 6 mois, vous allez voir, commencera à produire, faire de ces déchets des choses qu'on va exploiter. Arriver à de tels résultats demande l'implication des communautés à la base. À la fin, chaque citoyen pourra bénéficier des retombées. De Saint-Louis à Ziguinchor, en passant par Matam, un véritable axe de propreté s'est dessiné au nord du nord au sud du Sénégal lors de la journée nationale Seetal Suñu Réew, focus sur des initiatives clés visant à prévenir les inondations à l'approche de l'hivernage. Oumar Diaw. Confondu depuis toujours au centre du bon goût et de l'élégance, qui plus que la vieille ville doit veiller à la propreté. Saint-Louis s'est réveillé avec la ferme intention de se faire une beauté à la veille de l'hivernage. Les curages sont en train d'être normalement effectués. Il y a également des opérations de balayage, de nettoyage. Donc c'est le Seetal général partout dans Saint-Louis. Et nous avons répondu à l'appel du président de la République
qui m'a demandé expressément de venir le représenter ici à Saint-Louis. En remontant au nord-est, c'est à Ourossogui que l'opération a été lancée pour la région de Matam sous la houlette du secrétaire d'État aux coopératives. Le Premier ministre nous a demandé d'être présent au niveau de la région de Matam, à côté du gouverneur et tous les services techniques, pour manifester et montrer que l'opération d'assainissement déclenchée ne concerne pas seulement la capitale ou certaines parties du Sénégal, mais concerne l'ensemble du pays. À plus de 550 km de la capitale du Nord, celle du Sud, Ziguinchor. C'est au quartier Goumel que l'opération a commencé. Pour les autorités, ce n'est pas une simple action cosmétique. Il est demandé la constance, la continuité et surtout le maintien d'un Sénégal propre, dans l'attitude. C'est pourquoi je félicite le gouverneur de la région de Ziguinchor qui a mobilisé tous les services de l'État avec une mention spéciale à l'armée nationale. La SONAGED a déployé d'importants moyens dans les différents départements. Rien que pour la commune de Ziguinchor, ce sont 140 agents, 8 bennes tasseuses et à ciel ouvert, ainsi qu'une pelle mécanique. Pour le département de Bignona, nous avons mobilisé 60 agents qui sont là-bas actuellement, présentement. Une pelle mécanique, 2 camions à ciel ouvert et 3 bennes tasseuses. Du nord au sud, populations et autorités ont uni leurs efforts pour une salubrité publique. Et à Joal aussi, la journée nationale Seetal Suñu Réew a enregistré la participation du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture sur place. Elle a appelé les populations à maintenir cette dynamique de solidarité. Luis Bizza. L'offensive contre l'insalubrité dans la Petite Côte a démarré à Joal Fadjout, quai de pêche artisanale de l'Afrique de l'Ouest. Au premier rang des activités, Hadi Djengaï, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, a apporté ses gants pour une action préventive. Joal est situé sur le littoral. Il y a l'océan Atlantique, il y a aussi le bras de mer. Et Joal est situé au niveau d'une zone d'eau. Et les zones d'eau, communément, sont réputées être des zones à problème en période hivernale. Et a fortiori maintenant, s'il y a un problème d'insalubrité. Arrivé ici, sur les lieux, j'ai trouvé une jeunesse. Au niveau de toutes les organisations de jeunesse sont là, ici mobilisées. Au niveau culturel, au niveau artistique, au niveau aussi sportif, ils sont là. Et j'ai senti qu'ils ont la ferme volonté d'accompagner le lancement de ce concept-là et de le pérenniser. Coup de balai, râteau, jeunes hommes, femmes, tous ont rallié le champ pour une ville propre. Nous avons démarré nos travaux au niveau de certaines artères, de quelques quartiers. Nous avons aussi été au niveau de la centrale de l'ONAS, la centrale où passe l'ensemble des eaux usées pratiquement de toute la commune. Moi, j'ai invité les jeunes à mener des campagnes de sensibilisation. Les gestes les plus minimes, les gestes les plus primaires ne doivent pas être négligés. Commençons d'abord par ne plus jeter des déchets sur le sol. Même si on ne voit pas de poubelle, ces déchets-là, on doit les garder par devers soi jusqu'à avoir un endroit adapté, propice, où le jeter. La ministre a donc invité les populations à s'approprier du concept. La jeunesse, fer de lance de la nation, c'est à elle que revient la lourde responsabilité de gérer l'environnement immédiat des concessions. Et voilà ce qu'en dit le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, Moussa Bala Fofana. Il était l'invité du JT de 20h, on l'écoute. Avec beaucoup de satisfaction que nous terminons cette journée, une satisfaction qui provient du portage communautaire. Ce que nous avons constaté, c'est que ce sont les associations, diverses associations qui œuvrent dans des secteurs différents, qui aujourd'hui se sont réunies autour de l'appel du président de la République pour porter cette journée. Et ce sont les populations qui sont vraiment les personnes à remercier et à féliciter, parce qu'on a vu qu'ils ont compris ce message de cette Seetal, d'avoir un impact sur son environnement immédiat, de se préoccuper des conséquences et de prendre les dispositions. C'est ce qu'on a constaté aujourd'hui. Moi qui étais à l'intérieur du pays, j'ai pu voir et constater de visu que ce sont les populations qui aujourd'hui prennent en compte cette préoccupation du président de la République. Et c'est l'occasion pour moi de saluer cette vision de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de remercier aussi le Premier ministre
M. Ousmane Sonko, qui nous a aussi montré la voie par cette présence de terrain, cet accompagnement, le fait d'être auprès des populations et de montrer que quand nous lançons une initiative, c'est nous qui devons être auprès des populations. Et peut-on parler de nouveautés quand on sait que par le passé, il y a eu des événements de ce type? Vous savez, il ne s'agit pas forcément de nouveautés. Ce dont il est question, c'est que les bonnes idées ne datent pas d'aujourd'hui. Les Sénégalais ont toujours eu à analyser des situations et proposer des options. Ce qui a manqué, c'est peut-être le leadership, la détermination, l'engagement, l'organisation, la planification, mais surtout la détermination de pouvoir toujours inscrire dans le temps certaines de nos initiatives. Alors, c'est sur cela que nous nous engageons et c'est sur cela que nous engageons nos communautés. Nous leur demandons, et c'est d'ailleurs pour cela que le président de la République et le Premier ministre nous ont vraiment demandé de mobiliser à travers les municipalités, à travers les structures décentralisées, de mettre le focus sur les communautés, sur les associations, pour que ça puisse être une affaire de nos citoyens. Si les citoyens portent le combat et que ça devient un état d'esprit, un comportement, de pouvoir toujours avoir un impact et de se préoccuper de l'hygiène publique, du cadre de vie et des menaces qui sont autour de notre environnement, cela sera une réussite. Par contre, si nous en faisons une action purement étatique et que peut-être même politisée, ça va être un échec. Nous devons savoir que notre rôle, c'est d'accompagner les populations à prendre en charge leurs préoccupations. Vous parliez tout tantôt que vous étiez un peu à l'intérieur du pays aujourd'hui. Quel a été le film de votre journée? Alors aujourd'hui, nous particulièrement, on a été à Diourbel, là où je suis originaire, et nous avons parcouru quasiment 5 sites qui poseraient énormément de problèmes. Les gens de Diourbel comprendront quand je parle de Nargoundaou, de Kercher, de Kergoumak, qui aujourd'hui, on a quasiment des zones humides qui sont problématiques, et la réflexion est d'en faire des opportunités. Parce que la présence de l'eau et des zones humides peut constituer des poumons verts de nos cadres de vie. C'est à nous de voir quelles sont les options, quelle est la planification, quel est l'aménagement, l'urbanisme que nous voulons en faire. Les zones non déficandi ne doivent pas être occupées, mais c'est des zones qu'on doit aménager. Ça peut être des parcours sportifs, ça peut être des zones de maraîchage, ça peut être les poumons verts de nos établissements humains. C'est toute cette réflexion. Au-delà de ces journées mensuelles de cette et de cette halle, c'est aussi l'occasion de faire le tour de nos établissements, de nos cadres de vie, de discuter avec les acteurs et d'avoir un consensus sur quels sont les aménagements urgents, quels sont les travaux, c'est quoi le plan, comment on réaménage. Et si tous les acteurs au niveau local, entre les collectivités territoriales et le mouvement associatif et les riverains, si tous ensemble nous sommes d'accord sur le projet des territoires, nous allons réussir ce cadre de vie que nous voulons. Et en sport, le Petro Atlético de Luanda a triomphé à Kigali. L'équipe angolaise s'est imposée face à Al Ahly Benghazi avec un score de 107 à 94 lors de la palpitante finale de la saison 4 de la Basketball Africa League. Revivez les meilleurs moments de ce match spectaculaire à la BK Arena avec le compte-rendu d'Ibrahim Mboup. Petro de Luanda, champion de la Basketball Africa League saison 4. Le meilleur pour la fin de la saison 4 de la BAL. Une fin en apothéose, de la joie pour les Angolais du Petro Atlético de Luanda, champion de la Basketball Africa League, champion aussi des retournements de situation. En début de match, le Petro et Al Ahly ont fait du mano à mano avec un Robert Golden très en vue, tout comme Michael Faust, 26 à 24, en faveur d'Al Ahly Benghazi à la fin du premier carton. Dans le deuxième acte, Solo Diabaté commence son show. Al Ahly et son collectif pratiquent un beau basket, une séquence qui se conclut avec un shoot de Major Deng. Les Libyens ont une avance de 12 points à la mi-temps, 52 à 40. Avant ce shoot de Deng à 3 points sur le corner. Et au troisième carton, le Petro Atlético reprend du poil de la bête malgré les éclairs de génie de Solo Diabaté. Solo Diabaté, et qui rend fou le banc d'Al Ahly. Ah ouais, c'est dit. Dundaou, Faust, Castro et Pedro réussissent des paniers importants, ramenant le Petro dans le match. Les deux équipes sont à égalité, 71 partout, puis 75 à la fin du troisième carton.
Diabaté. Non. À 36 ans, Dundao qui répond derrière au buzzer. Les Angolais sont transfigurés dans le 4e quart-temps avec un momentum favorable. Castro est intenable dans la raquette. Gonçalves a la main chaude. Michael Faust est dans un jour de grâce avec 24 points. Cummings, 20 points, est lui aussi décisif. Le Petro Atlético renverse à l'Ahli Benghazi, 107 à 94, 13 points d'écart. 107 à 94 devant Al-Ahli de Benghazi, un match d'anthologie. Le Sud-Soudanais Loual Akwil élu MVP de la compétition, mais le trophée prend la direction de Luanda. Avec nous sur les antennes de RTS qui sacre donc Petro de Luanda, 107 à 94. Place maintenant à l'actualité de nos régions. Et on en vient maintenant à l'enquête de ce 13h sur la privatisation du littoral de Dakar à Guédiawaye, des plages inaccessibles au public et des remblais illégaux au profit des magnates, de grands magnates. Comment cette appropriation a-t-elle été possible et quelles en sont les répercussions écologiques et sociales? Ibrahim Ndong nous plonge au cœur de cette problématique qui met en péril l'accès au littoral pour les Sénégalais lambda. Regardez. Regard, hagard, abasourdi, désorienté. Difficile pour Mamadou de retrouver ses repères habituels. Le natif du quartier Liberté 5 est carrément assommé, dépassé par la situation. Le Siekan avait l'habitude de fréquenter cette plage. Une plage qu'on appelait communément la piscine. Aujourd'hui, c'est avec la mort dans l'âme qu'il constate les faits. Et c'est avec désolation que j'ai retrouvé ces lieux. Il y avait ce qu'on appelait une piscine qui était configurée de manière naturelle et qui nous permettrait de venir nous baigner, apprendre nos jeunes à se baigner. Maintenant, ce n'est plus possible parce que ça a fait l'objet, comme vous le voyez, d'une appropriation privée. Une appropriation privée aux grandes dames de la population. En remblayant la plage avec ses roches, le responsable est bien conscient de l'ampleur du mal. Et pour bien réussir son forfait, l'occupant du site a creusé jusqu'à une profondeur de 60 à 70 mètres, doublé de murs érigés sur plusieurs mètres pour être à l'abri des regards. À quelques mètres d'ici, nous découvrons le site des Mamelles avec une plage inexistante. Les raisons, les voici. Ces deux grandes bâtisses qui ont fini de dicter leurs lois sur les populations de Ouakam. Là, sur un site hautement symbolique et hautement très important pour le village de Ouakam, mais aussi pour toute la collectivité Lébou. Ce site s'appelle Tefessoubir. C'est le nom qu'avaient donné nos aïeux à ce site. À part cela, c'est un site qui est collé à un autre site qu'on appelait la plage de Jean Lefebvre. C'est important aussi, c'est un site important pour la jeunesse. À part les sites rituels qui sont ici, il y a aussi, disons, c'était un lieu d'expression des jeunes qui venaient jouer ici au football. Cet espace, ce petit espace, était grand comme un terrain de football avant. Donc on jouait des matchs de football sur la plage, même si le foot de plage a commencé ici. La mousse de cette couleur nous renseigne sur la présence d'un corps étranger. C'est le résultat des roches qui ont été utilisées pour remblayer la plage. Conséquence, les cabanes qui se situaient sur tout au long de la plage ont presque disparu. Ils ont tout détruit pour construire leurs immeubles. C'est ce qui explique les roches que vous voyez ici qui permettent de remblayer la plage. Auparavant, il y avait beaucoup de cabanes. Maintenant, il ne reste presque rien. Maintenant, 20 personnes depuis 2000 constructions commencé à remblayer cabane. L'ancienne bande des Filao sur la VDN n'a pas échappé à l'action anthropique.
Suite au décret de déclassement signé par le président Sall sur une superficie de 826 hectares, les défenseurs du littoral sont montés au cri. Un écosystème qui servait de barrière naturelle de protection contre l'érosion côtière, les embruns marins, entre autres. C'est pourquoi un recours pour excès de pouvoir a été introduit à la Cour suprême. Nous avons un sentiment mitigé parce que, premièrement, ce n'est pas notre premier recours. Il y a eu un premier décret en 2021 que nous avons attaqué auprès de la Cour suprême, mais malheureusement, la Cour suprême a rejeté notre requête. Ça, là, c'est une deuxième requête et il y a somme toute une avancée selon laquelle le juge, pour cette fois-ci, a décidé de prendre son temps pour instruire l'affaire. Instruire une affaire qui risque de faire couler beaucoup de salive. Preuve par l'exemple, le collectif de la cité Chérif Abdoulaye Tchaoulaye qui regroupe plus de 3500 familles. On a déjà enregistré environ 2000 et quelques parcelles identifiées, dont les propriétaires sont identifiés, déposés et au niveau de la mairie, déposés également au niveau des domaines et au niveau de la sous-préfecture. C'est-à-dire le préfet qui nous avait demandé, sur instruction du gouverneur, de faire le dépôt de ces documents et de déposer pour chaque site les 5 premiers actes. On est rassuré des décisions prises par les autorités étatiques. En l'occurrence, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Pourtant, les normes de construction existent et doivent être respectées pour assurer une qualité de vie aux populations. Si on se rappelle de Dakar, les gens qui avaient de bons souvenirs, que ce soit dans les quartiers de la Médina, que ce soit dans les quartiers des Almadies, ils vous disent, voilà, on sentait la brise marine jusqu'à loin derrière. Aujourd'hui, on n'a pas cette brise marine-là qui constitue en fait un facteur de renouvellement d'air interne. Aujourd'hui, si on construit une barrière en façade maritime qui va empêcher ce renouvellement d'air, forcément, il y a un problème de santé publique qui se pose. Et de plus en plus, on se rend compte avec la météo, avec les données qu'ils donnent à chaque fois, que le degré de pollution ne cesse d'augmenter. Fort de ce constat, la DSCOS ne cesse d'intervenir sur le littoral d'une manière inopinée ou programmée. Déjà en 2002, il faut constater que c'est commande de l'autorité, les chantiers en cours étaient arrêtés. D'abord. Ensuite, on a constaté un gel de toutes les activités sur le littoral. En 2016, la DSCOS est descendue pour arrêter tous les chantiers. On avait dénombré une vingtaine. En 2020, avec vous, également, la DSCOS est descendue. Et plus de 30 chantiers ont été arrêtés. Aujourd'hui, la situation est catastrophique. Nous en sommes à plus de 150 chantiers arrêtés. Catastrophique. Que faudrait-il faire alors pour trouver une solution définitive à ce phénomène? Les plages qui sont aujourd'hui occupées et qu'on peut restaurer, il faut impérativement aller vers cette restauration et de manière curative, immédiate et rapide. Et in fine, renforcer les lois afin que les gens ne puissent plus disposer de documents administratifs ou bien de titres leur permettant de justifier leur occupation. Pourtant, le code du domaine de l'État est bien clair. Notamment en ses articles 5 et 19. L'article 5 définit ce qui constitue le littoral. On peut dire le domaine public maritime. C'est une zone de 100 mètres à partir de la limite immédiate de la plus forte marée, des vagues de la plus forte marée. Donc si vous mesurez ici à partir de 100 mètres, nous sommes carrément sur la chaussée. Oui, c'est un principe que le domaine public maritime ne peut supporter que des constructions démontables. Un principe, mais pas une règle. C'est un principe qu'on ne peut avoir sur le domaine public maritime que des droits précaires. Principe, mais pas une règle. Pour la simple et bonne raison qu'il y a une dérogation apportée par le Code du domaine de l'État lui-même, qui offre la possibilité au président de la République, par décret, de pouvoir déclasser des dépendances du domaine public maritime. De les déclasser, donc de les faire sortir du périmètre du domaine public pour les amener dans son domaine privé. C'est d'ailleurs ce qui explique les mesures prises par le Premier ministre relatives à la suspension de tous les travaux sur le littoral. J'ai un problème par rapport à l'opportunité de la décision. Elle est bonne.
Mais je pense qu'on pouvait aboutir au même résultat sans avoir à suspendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? La suspension, il y a beaucoup de conséquences qui en découlent. C'est des temporaires qui travaillaient là-bas, c'est des locations de matériel qu'on faisait là-bas. C'est une économie qui s'était développée là-bas. On pouvait arriver au même résultat, c'est-à-dire vérifier les titres sans suspendre. Surtout que le point de départ, c'est l'autorisation de construire. Une autorisation de construire délivrée naturellement par les services compétents de l'État en bonne et due forme. Alors, où se situe la responsabilité? Aux autorités d'aller jusqu'au bout de leur logique pour sauver le littoral des griffes de grosses pentes. Et pour parler de ce sujet, nous recevons sur ce plateau M. Bassirou Diouf, urbaniste. Bonjour, M. Diouf. Bonjour, M. Fonseca. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Une première question, M. Diouf. Selon vous, qui sont les principaux responsables de la dégradation, de cette dégradation? Bon, les responsabilités peuvent être situées à différents niveaux. L'État et ses services, ses différents démembrements font partie de ces responsables. Puisque les attributions se font par des services qui sont des démembrements de l'État, les changements de destination par rapport à la nature juridique des terrains se font aussi par des services qui sont des démembrements de l'État. Mais d'un autre côté, les particuliers qui sont sur les lieux, souvent ne sont pas conformes du point de vue de leur droit d'occupation en termes de superficie, surface d'emprise au sol ou bien en termes de surface de la parcelle. Souvent, les gens font des extensions irrégulières et ne se limitent pas à la surface qui leur a été attribuée. Et cela pose un problème de fermeture de couloir d'air entre l'océan et la ville. On l'a dit justement. Et un problème d'échange, d'exutoire de mauvaises particules qui sont dans la ville et qui devaient être épurées vers l'océan. Donc, il y a différentes conséquences, différents problèmes qui se posent par rapport à cette occupation-là irrégulière. Donc, il y a l'État, ses démembrements et certains particuliers, pas tous. Mais comment pouvons-nous sauver ce littoral? Comment pouvons-nous préserver le littoral face aux menaces actuelles? Bon, je ne dirais pas qu'il n'y a pas un document qui organise l'occupation de la corniche, parce que la Direction générale de l'urbanisme et de l'architecture a quand même des documents pour gérer les demandes d'autorisation de construire, les certificats d'urbanisme ou les autres demandes, actes d'urbanisme liés à l'occupation du sol. Mais le mieux, c'est vraiment d'aller vers un document spécifique accompagné d'un règlement particulier qui va être l'objet du concours de tous les acteurs qui sont dans l'urbanisation pour gérer autant le volet avancé de la mer, le volet gestion des eaux même de ruissellement qui font aussi que le trait de côte peut être modifié. Donc, il faut vraiment un document spécifique plus approfondi, liant en toute parfaite synergie tous les acteurs qui évoluent dans le secteur de l'occupation du sol. Et aussi donner assez de moyens à la Direction générale de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol pour vraiment être en mesure de parcourir réellement et de façon quotidienne toute la corniche. Et rien n'empêcherait, par exemple, à ce que la DSCOS ait des drones de surveillance pour vraiment s'occuper des occupations au jour le jour. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que dans le temps, il y a un défaut de contrôle, mais depuis quand même l'an 2000, à la création de la DSCOS, la surveillance est plus accrue, parce qu'antérieurement, le contrôle se faisait seulement par les agents de l'urbanisme qui, après une sommation, faisaient seulement un bordereau de transmission à la brigade de gendarmerie ou bien au commissariat, qui, après notification, ne s'en occupait plus. Maintenant, la DSCOS a quand même des moyens de parcourir la corniche. Le seul fait est que, très souvent, pour certains chantiers, mais vous trouvez que la personne a un titre de propriété et a une autorisation de construire. Souvent, ce qui peut arriver, c'est peut-être un problème de non-conformité. Il peut faire une hauteur qui n'avait pas été autorisée par le document, ou bien s'élargir de façon à obstruer des couloirs qui n'étaient pas autorisés
dans sa demande. Donc, cela fait que, effectivement, on a des problèmes spécifiques par rapport à l'occupation du sol dans la corniche. Donc, il faut toujours aller vers l'élaboration d'un document spécifique accompagné d'un règlement particulier opposable aux administrations et aux tiers pour vraiment mieux gérer la corniche. Mais une dernière question, M. Diouf. Est-il possible de restaurer ces plages endommagées par les promoteurs? On a vu dans ce reportage, dans cette enquête d'Ibrahim Ndong, ils sont en train de remblayer. Bon, il appartient à l'autorité politique de prendre certaines décisions, mais les techniciens pourront, autour d'une table, se réunir et élaborer, donner des indications à l'autorité qui, après exploitation, pourra décider de ce qu'il va advenir de la corniche. Effectivement, certaines plages ou certains sites historiques peuvent être restaurés, soit par expropriation de l'occupant qui est irrégulier, ou bien démolition et déguerpissement d'un occupant qui est sans titre ni droit. Ça peut se faire très rapidement ou ça risque de prendre du temps? Bon, ça dépend de la décision de l'autorité supérieure, parce que si les moyens sont mis, rien n'empêche d'enlever certaines occupations. Mais par contre, d'autres sont quand même d'une lourdeur et les impenses sont d'une telle importance qu'il faudra quand même s'y prendre prudemment pour penser à une libération totale de toute la corniche. Merci beaucoup. Merci, M. Bassirou Diouf. Le plaisir est pour moi. Je rappelle que vous êtes urbaniste et vous étiez l'invité de ce 13h. Je ne sais pas, il y a un problème qui se pose dans le secteur urbain. Tout à fait, allez-y. C'est que les urbanistes n'arrivent pas à avoir un ordre. Est-ce que les Sénégalais lambda sait qu'il n'y a pas un ordre des urbanistes au Sénégal? Il n'y a qu'une association, alors que tous les corps de métier qui agissent dans le secteur ont un ordre. Les architectes ont un ordre, les géomètres, les experts et tous les corps de métier ont quand même un ordre. Les textes ont été élaborés et transmis au ministère chargé de l'urbanisme, mais ça fait une vingtaine d'années que les gens attendent quand même que l'on mette en place l'ordre des urbanistes. Je pense que dans le Djibouti, on mettra quand même le dossier de l'ordre des urbanistes dans ce Djibouti-là. Merci beaucoup, M. Bassirou Diouf. Voilà pour ce plaidoyer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée et un bon appétit pour ceux qui sont à table, bien sûr.